Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et nous sommes nombreux ce soir dans le studio d'Europe 1. Bonsoir Raphaël Steinville. Bonsoir Pierre. Directeur adjoint de la rédaction du JDD. Bonsoir Vincent Roy. Bonsoir Pierre. Journaliste et écrivain. Bonsoir Louis Osalter. Bonsoir. Journaliste politique au Figaro. Notre invité politique est le sénateur UDI des Hauts-de-Seine. Bonsoir Hervé Marseille. Bonsoir. Est-ce que ça vous réjouit que enfin demain la fumée blanche devrait, et je parle au conditionnel, sortir de l'Élysée pour la nomination à Matignon? Oui, j'espère qu'il y aura une nomination demain, parce que c'est important qu'on puisse enfin sortir de cette crise. Il y a eu une motion de censure, et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui attendent qu'il y ait un gouvernement qui se mette en place et qui prenne des décisions, parce que derrière toutes ces discussions politiques, j'allais dire politiciennes, il y a aussi des entreprises, des agriculteurs, des fonctionnaires, une armée qui se bat à l'extérieur et qui attendent des décisions. Et des réformes. Est-ce que si le Premier ministre, et ça dépend aussi duquel, va être choisi, est-ce que des réformes engagées par le gouvernement Barnier, je pense notamment au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, vont être entre guillemets gardées, ou est-ce qu'on arrête tout et on recommence ? J'espère, je l'ai écrit dimanche dans un journal, que Bruno Retailleau restera au gouvernement, parce que d'abord il y a un socle parlementaire qui a soutenu le précédent gouvernement. Il faut déjà commencer par maintenir ce socle parlementaire. Avant de l'élargir, alors que justement on se dit, hélas, on a l'impression d'entendre ça dans la bouche du président, hélas, le socle n'a pas pu être élargi. Donc déjà, il y a un socle parlementaire, il est ce qu'il est, il faut déjà le maintenir. Et pour le maintenir, il faut les Républicains restent dans ce socle, et pour que les Républicains demeurent dans ce périmètre parlementaire, il faut qu'il y ait Bruno Retailleau, parce qu'il constitue la référence aujourd'hui pour beaucoup, et notamment chez les Républicains. Qu'est-ce qui se passe s'il ne reste pas, Hervé Marseille ? Écoutez, moi je me place pas dans cette situation. Je pense qu'il a commencé un travail, il a engagé des réformes, et il souhaite, à ma connaissance, les poursuivre. Donc pas à n'importe quel prix, à n'importe quelle condition, mais en tous les cas, il a manifesté le souhait de pouvoir continuer à travailler. Certes, il a manifesté un souhait, mais pourquoi est-ce que vous ne vous placez pas dans cette situation ? Est-ce que les crises, vous avez dit il faut qu'on mette fin à la crise, j'allais vous demander quelle crise, parce qu'il y en a quand même quelques-unes en quelques mois. Qu'est-ce qui vous permet de ne pas vous mettre dans une situation où Bruno Retailleau ne sera pas gardé ? D'abord... Permettez-moi de vous lire, vous connaissant depuis des années dans la vie politique, je trouve ça insensé de votre part de se dire, tiens, en fait, si Bruno Retailleau va rester, puis c'est comme ça. Écoutez, il y a l'esprit de responsabilité. Ça fait déjà plusieurs mois que les choses évoluent très vite. Il y a eu les européennes, la dissolution, et puis il y a eu l'arrivée de la droite républicaine dans le socle parlementaire. C'était pas fait. Et puis les gens se parlaient pas au-delà, et aujourd'hui, depuis hier, il y a eu un tour de table où la gauche est venue en disant nous sommes ouverts au dialogue parce qu'il faut redonner de la stabilité au pays. Donc à partir du socle parlementaire qui existait, il y a un dialogue qui s'ouvre pour essayer de trouver une stabilité, parce qu'aujourd'hui, elle n'existe pas. Vincent Roy. Oui, enfin, vous parliez de M. Retailleau, mais dans le même camp, si je ne m'abuse, vous avez M. Vauquier qui, lui, ne l'entend pas de cette oreille, puisqu'il ne veut pas de M. Retailleau. Et là, on a la politique politicienne qui arrive... oui, mais ça fait partie de l'une de ses lignes rouges. Et puis, deuxième constat, on a longtemps parlé, selon une formule, du mariage je parle de la gauche, DLR et des macronistes, du mariage de la carpe et du lapin, sauf que là, il y a beaucoup de carpes et beaucoup de lapins. Il y a les lapins qui courent, les carpes qui gobent. Je pense notamment à Monsieur Faure, qui de toute façon n'accédera pas. Enfin, je vois pas comment Emmanuel Macron va nommer un Premier ministre de gauche. On est d'accord. Le but de l'opération, pas de nommer, enfin à ma connaissance, et ce que je peux imaginer, un Premier ministre de gauche. Parce que, justement, le socle parlementaire, il n'est pas favorable à la gauche. D'ailleurs, s'il y avait une majorité de gauche, il y aurait un président de l'Assemblée nationale qui serait de gauche. Donc, il y a des minorités relatives, il y a 143 députés du Rassemblement national, il y en a un peu plus de 190 de toutes les gauches, et puis il y en a autour de 220 de ce qu'on appelle le socle, le bloc central. Voilà. Ouais. Donc, les moins minoritaires, si je puis dire, c'est le bloc central. Encore faut-il le conforter. Bon. Et puis, à partir de ce bloc central, il faut dialoguer avec ceux qui sont capables de faire des compromis
pour essayer de faire avancer des textes. Sinon, il n'y a pas de solution. On est dans l'instabilité et dans l'insécurité. Et à ce moment-là, on court vers une autre dissolution dans les mois qui viennent. M. Faure peut faire des compromis. En tous les cas, moi, j'ai entendu hier à l'Élysée. Il s'est avancé pour en faire, en tout cas. Des gens qui, venant de la gauche, s'exprimaient pour dire on est prêt à faire des compromis. Louis Osalter. Alors, en fait, garder le périmètre du socle commun est en effet déjà un défi. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez François Bayrou, en apparence centriste, qui aurait le profil pour mettre d'accord des gens sur sa gauche et sur sa droite. Sauf qu'il y a un passif entre François Bayrou et les Républicains. Il a soutenu François Hollande en 2012. Il n'avait pas non plus tellement soutenu en 2007. C'est quand même des choses qui restent. Un Nicolas Sarkozy qui s'agite en coulisses, par exemple, va pousser tous les autres noms que François Bayrou. Ma question, c'est dans la mesure où ce qui est assez clair, c'est que la droite ne veut pas gouverner avec la gauche et la gauche ne veut pas gouverner avec la droite. Est-ce que, à ce stade, une semaine après la motion de censure, on est toujours sur le même périmètre de socle commun qui va du MoDem aux Républicains, avec pas une seule personne de gauche qui n'est réellement dedans, et en plus un RN qui aujourd'hui ne se prive plus de censurer. En gros, est-ce qu'en une semaine, en fait, on n'a pas avancé d'un pouce? Hervé Marseille. Mais je crois pas que l'idée, ça soit de faire un gouvernement d'union nationale. Oui. D'ailleurs, le président de la République l'a dit. Voilà. D'intérêt général. Non, il a parlé d'intérêt général, mais pas d'union nationale. Il ne s'agit pas de mélanger les uns avec les autres. D'ailleurs, à ma connaissance, il n'y a personne qui l'a demandé ou qui le souhaite. Il y a un socle parlementaire avec tous les partis, les groupes que vous venez de citer à l'instant. Et puis, à partir de là, il faut essayer de trouver des compromis avec d'autres. Pour qu'ils ne censurent pas. Pour qu'ils ne censurent pas. Mais sinon, ils ne pas au gouvernement. Écoutez, il y a une Assemblée nationale. C'est les Français qui l'ont décidé comme celle-là. C'est-à-dire, il y a, il n'y a pas de majorité. Il faut faire avec, au moins jusqu'à l'été prochain. Et au-delà, puisque le président de la République a mis l'horizon à 30 mois. Oui. Il veut rester jusqu'en 2027 et il gardera son mandat. Et il a dit clairement, j'ai pas vocation à dissoudre si les choses fonctionnent. Donc il a un peu placé la responsabilité chez les parlementaires en disant, en gros, entendez-vous. Donc la méthode, c'était de dire, faut trouver des compromis. Après, le futur Premier ministre ou la future Première ministre, elle aura à donner un contenu, c'est-à-dire des programmes et des priorités. Raphaël Saint-Ville, JDD. Oui, vous avez évoqué cet horizon de 30 mois. Finalement, c'est le seul cadre dans lequel les parlementaires socialistes peuvent imaginer finalement rejoindre ce bloc central pour pouvoir gouverner, sans quoi, et ils le savent très bien, leur durée de vie politique, si des élections devaient arriver dès le mois de juillet prochain, et s'ils devaient s'en remettre à LFI pour pouvoir avoir des gages, il serait mort. Donc on voit que tout ça est quand même très fragile et ne tient finalement qu'à la possibilité d'une non-censure. Donc c'est vraiment cet accord de non-censure, ce pacte de non-censure possible qui permet l'hypothèse d'un gouvernement élargi avec les socialistes dans cette coalition. Et qui travaille et qui continue à minima le travail entamé par le gouvernement Barnier à Marseille. Je crois qu'il est, encore une fois, il n'est pas question de mélanger les uns avec les autres au sein d'un gouvernement. En revanche, l'idée, c'est de trouver des compromis. Personne n'a intérêt à retourner devant les électeurs. Personne. Parce que on voit bien ce qui se passerait si c'était le cas. Vous avez sûrement vu les derniers sondages ce soir. Le moins qu'on puisse dire... Personne dans le bloc central. Oui, bloc central et à gauche. Parce qu'il n'y aurait plus de front républicain. Mais du côté du RN, les choses sont très différentes. Oui, le RN a des chiffres. Non, mais quand vous dites personne dans la composition... Vous parlez pour l'UDI, Hervé Marseille. Non, mais Marine Le Pen, il y a peut-être intérêt. Oui. Pour tous ceux qui discutent... J'allais y venir. Pour tous ceux qui discutent, je dirais, personne n'a intérêt. Personne n'a intérêt à retourner devant les électeurs. Et on voit bien quelles seraient les conséquences. Donc, à partir de là, leur responsabilité, que ce soit à ceux du bloc central comme à la gauche démocrate qui discutent, c'est de trouver des compromis pour essayer d'avancer. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe l'été prochain, une fois que le président dispose à nouveau du droit de dissolution ?
Qu'est-ce qui peut se passer? Si ça marche pas, il y a un risque. Il y a un risque de quoi? Un risque du fait que le RN devienne à nouveau majoritaire à l'Assemblée nationale? Le risque, c'est d'abord la dissolution. Après, le résultat des élections... Pardonnez-moi, Hervé Marseille, quand vous avez deux sondages, prenons le sondage de l'IFOP qui donne Marine Le Pen à 36 à 38% au premier tour de la présidentielle, loin devant, comment? Dans le Figaro, pardon. Dans le Figaro. Juste pour... Vous êtes tellement chauvin, Louis Osalter. Loin devant Gabriel Attal ou Édouard Philippe. Quand vous avez sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD, 65% des Français trouvent qu'il était anormal d'exclure le LFI et le RN pour participer aux discussions pour le gouvernement. Quand vous avez, et je suis hors sondage, 11 millions d'électeurs qui ont voté pour Marine Le Pen, vous dites ce soir, le risque, c'est d'avoir le RN qui revienne. Non, mais pour tous ceux qui discutent, parce qu'eux, ils sont députés. Si jamais ils vont y a 143 à nouveau députés RN. Oui, je sais bien. Mais alors? Mais ils ont censuré. RN, les RN et LFI ont censuré ensemble. RN et NFP ont censuré. Pas que LFI. Ensemble. Okay. Parce que les anti-républicains dont parle Emmanuel Macron, il essaie maintenant de tenter, c'est-à-dire le Parti Socialiste, en l'espèce, par exemple, aujourd'hui, ils ne sont plus si anti-républicains qu'il le dit, vu qu'il les reçoit et que, avec eux, il veut élargir le bloc central dont vous parlez. Donc, c'est quand même très, très, très compliqué, quand même. Il ne s'agit pas, encore une fois, j'essaie de m'expliquer le plus simplement possible, il ne s'agit pas de rallier ce que ce soit. Il s'agit de trouver des compromis pour trouver un point d'équilibre et de lancer un pacte de non-agression. Et de lancer un pacte de non-agression. C'est-à-dire, vous ne faites pas partie du gouvernement, dit-il grosso modo, vous ne ferez pas partie, ou laisse-t-il entendre à Olivier Faure, vous ne ferez pas partie du gouvernement, mais je vous demande un pacte de non-agression. Réponse d'Hervé Marseille, et on va devoir conclure là-dessus. Eh ben, très simplement, il faut pouvoir voter un budget, il faut pouvoir faire des lois pour aider les agriculteurs, il faut pouvoir faire des lois pour parler du narcotrafic, et ça, il faut trouver des points d'équilibre et discuter pour faire aboutir ce gouvernement. Tout en écartant le RN. Ah ben aujourd'hui, le RN, il est en dehors de ce périmètre. De l'arc, comment on appelle ça maintenant, l'arc gouvernemental, c'est ça? Vous l'appelez comme vous voulez. Avant, c'était l'arc républicain. Merci beaucoup Hervé Marseille de vous être prêté au jeu des questions sur Europe 1 dans Europe 1 soir 20h27. Dans un instant, on revient pour parler politique aussi. Raphaël Steinville, Louis Osalter, Vincent Roy sont là. À tout de suite sur Europe. Europe 1 soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Louis Osalter du Figaro, Raphaël Steinville du Journal du Dimanche et Vincent Roy pour parler de l'actualité. Ce Premier ministre qu'on nous promet maintenant pour demain. Alors, c'est un peu, j'allais dire, étonnant ou ça demande quelques acrobaties du président de la République puisque soit il annoncerait ce nom avant son départ en Pologne, soit, et c'est l'hypothèse privilégiée, à son retour de Varsovie pour ce voyage express dont il sera question notamment de défense mais aussi de la présidence polonaise de l'Union européenne à partir du 1er janvier. Les noms circulent, mais je voulais quand même, chers amis, Louis, Vincent et Raphaël, revenir sur ce qu'a dit Hervé Marseille, ce qui, je pense, nous fascine d'une certaine manière, c'est que on a 11 millions d'électeurs qui ont voté pour le RN, et vous avez Monsieur Marseille qui est dans le bloc central, qui essaye de nous dire qu'il faut faire des compromis, etc., sans presque jamais parler du Rassemblement national et de Marine Le Pen. Raphaël Steinville. Oui, parce qu'en fait, ce qui est fascinant, c'est de voir aujourd'hui à quel point un blackout, quoi, en fait. Les dirigeants politiques assument finalement pour leur survie politique de faire de la tambouille politique en excluant, en se refusant même de discuter avec les parlementaires du Rassemblement national. Et donc en fait, ils assument à grand jour que finalement on a une sorte de rétrécissement de l'hémicycle. On a un arc de gouvernement. LFI a été exclu d'un côté, le RN exclu de l'autre, et donc on essaye de composer une petite tambouille avec le PS, le LR, le bloc central anciennement présidentiel, enfin toujours présidentiel, mais en fait au mépris de l'hémicycle qui est le symbole de la démocratie représentative et donc de la représentation nationale. Et on nous parle et donc encore des Français. Non mais vous avez raison, et on nous parle encore de l'intérêt général. En fait, on comprend quand même essentiellement que cet intérêt, c'est la survie de ceux qui hier et avant-hier étaient au pouvoir et qui
qui essayent de conserver à tout prix les manettes du pouvoir. Vincent Roy. Dans un excellent sondage du Figaro. Merci. Figaro Magazine. Il est payé. Figaro Magazine. Il est payé, Vincent. Non, mais Merci Vincent. il y a de la lien social, je sais. Je le sais. Vous avez, pour élargir encore davantage notre débat, vous avez Marine Le Pen qui est donnée ce matin à 36 à 38% et Jean-Luc Mélenchon à 21%. Calcul mathématique, vous additionnez les deux, ça fait beaucoup plus d'un Français sur deux. Ouais. Eh bien, Il est à moins que ça, Jean-Luc Mélenchon. 21%. Ah non, il est à 12 dans l'hypothèse. Non, j'ai lu Vous avez lu à l'envers, non. Si, Dans l'hypothèse, Marine Le Pen est Jean-Luc Mélenchon est à 12, Gabriel Attal est à 20. En général, il commence à 12 et il finit à 20. Il est à 22. Oui, il est à 12. Il est à 12. Donc ça veut dire que vous avez un Français sur deux qui n'est absolument pas écouté. Absolument pas écouté. Donc personne ne tient compte. C'est quand même absolument merveilleux. Ça veut dire que les gens votent, on l'a vu d'ailleurs aux dernières législatives. En masse, ce que je disais à l'instant. C'est extrêmement clair. Et le vote de ces Français est absolument passé sous silence. Au-delà de ça, par la vous voyez dissolution notamment. Voilà. Au-delà de ça, vous voyez des gens. Je pense à Monsieur Faure, je pense à Monsieur Wauquiez, je pense, à d'autres encore. Vous voyez des gens qui n'ont plus de colonne vertébrale politique. Ils sont atteints d'une scoliose extrêmement prononcée. Ils ont une colonne vertébrale totalement déformée. Ils sont prêts qui ne doivent en plus d'avoir été élus pour certains que parce qu'il y a eu des accords de désistement et tout ça avec la France Insoumise. Absolument. Qui ne vaut pas mandat de gouvernement d'ailleurs, parce que on entend souvent une musique disant puisqu'il y a eu ce front républicain, il faut que tous ces gens qui en ont bénéficié se mettent ensemble pour gouverner. Oui. Et pardon, c'était juste un certain nombre d'électeurs de gauche ou macronistes qui ont fait barrage au Rassemblement National. Bon, c'était tout à fait leur droit de voter contre des candidats au Rassemblement National, mais ça ne vaut pas mandat pour former un gouvernement. D'ailleurs, dans les gens qui en ont bénéficié, il y a des gens qui sont pour la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, il y a des gens qui veulent l'abroger, il y a des gens qui sont contre l'immigration et le fait qu'il y ait plus d'immigration, il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord. Sur tous les sujets, en fait, ces gens-là sont à peu près en désaccord. Donc, il y a juste une alliance de circonstances, purement de circonstances, pour empêcher le RN d'accéder au pouvoir. Mais c'est ce qui explique pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, ça n'est pas un mandat de gouvernement. Il y a une autre chose qui me frappe en stratégie, c'est que là, le bloc central veut se mettre en dehors de la dépendance du RN pour éviter une motion de censure qui viendrait de Marine Le Pen. Mais ils vont perdre du coup cette espèce de partenaire de jeu, mais ils en retrouvent un autre. S'ils se mettent dans la main du Parti Socialiste, on est exactement dans la même situation, mais avec un autre bloc qui joue, avec des débats idéologiques qui vont se déporter vers la gauche. Mais tactiquement, on se retrouve dans la même situation. Ce bloc sera dépendant du bon vouloir, non plus de Marine Le Pen et Jordan Bardella, mais de Olivier Faure, Boris Vallaud et les autres responsables socialistes. Donc, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, et effectivement, dans tout ça, la colonne vertébrale, parce qu'on n'a pas parlé de fond, mais si on se mettait à parler de fond, la colonne vertébrale est quand même extrêmement souple, extrêmement tordue quand on passe de l'un à l'autre. Le Parti Socialiste, on va y venir, parce que c'est quand même, ça devient en fait un parti, non pas un ancien parti Solferino, tout ça, ce qu'on a connu tous, mais voilà, c'est un parti presque jeune, c'est presque une start-up, le Parti Socialiste, qui est en train de se dégager de LFI, si on part du principe que la NUPES n'existe plus, ou en tout cas pas sous les mêmes cultures. Ce qui m'a un peu surpris, en fait, vraiment surpris, parce qu'on est quand même rarement surpris après tant d'années de journalisme politique autour de cette table. Tous les trois, on a à peu près, on a suivi quand même beaucoup de choses très différentes. C'est quand Hervé Marseille dit, vous vous rendez compte, on veut surtout pas une nouvelle dissolution. Une nouvelle dissolution, non, sans quoi le Rassemblement National, il est probable que le Rassemblement National arriverait en tête. Mais j'avais envie de dire, mais est-ce qu'on ne la veut pas, cette dissolution ? Est-ce qu'on n'est pas dans l'angle mort le plus terrible de la Ve République ? Parce que on comprend très bien que la Ve République, ça marche avec une majorité absolue, ça marche beaucoup moins bien avec une majorité relative, mais ça ne marche pas du tout quand on a trois blocs absolument identique, ça marche pas. Et que on est dans un chaos, pardonnez-moi, depuis plusieurs mois maintenant, et on n'arrive pas à s'en sortir, et on passe de chaos en chaos, et on va avoir demain un Premier ministre qui va être chaotique, aussi chaotique que celui d'avant, parce que en fait on n'arrive pas du tout à s'entendre, et comme vous le disiez Louis,
avec des compositions politiques faites de briquettes, des start-up. Ça marche d'autant moins, Raphaël Pierre, et Steinville. vous avez raison, que l'on tord les institutions pour lesquelles, qui par ailleurs nous permettent malgré tout de voir et un gouvernement et un président se maintenir bon gré mal gré, que l'on exclut une grande partie de nos représentants politiques, et on fait, et d'ailleurs, et on s'en accommode, comme si finalement et le RN et LFI n'existaient pas dans cet hémicycle. C'est précisément parce que l'on tord les institutions et que l'on met des œillères sur les aspirations d'un côté de 11 millions d'électeurs et de l'autre d'un paquet de votants, que aujourd'hui on est dans une situation politique impossible. Et alors que, et comme l'a dit Vincent Roy à l'instant, en attendant, c'est bien LFI plus le RN qui ont censuré Et vous parliez tout à l'heure, qui arrivent à la situation actuelle pour se faire entendre. Vous parliez à l'instant de la gauche. Oui. On peut très bien avoir un accord, par exemple, de non-agression, comme le disait Monsieur Marseille, avec des gens Vincent comme Roy. Monsieur Vallot, comme Monsieur Faure. Oui. N'oubliez pas ce que disait Monsieur Barnier la dernière fois à l'Assemblée dans son discours. Il interpelle Monsieur Vallot et il lui dit, écoutez, j'étais aussitôt élu. Je n'avais pas nommé encore mon gouvernement. voulait Vous censurer. êtes venu me dire, je vais vous censurer. Oui. Bon, Bon, et on va faire cohabiter. C'est pourquoi tout à l'heure je parlais du mariage des carpes et des lapins. Il s'agit exactement Il y a beaucoup de de ça. carpes et beaucoup de lapins. Oui. On garde cette image. Je voulais juste qu'on entende la dichotomie, est-ce qu'on peut dire ce mot-là, entre LFI et le Parti Socialiste. C'est pour ça que je parlais de start-up. Écoutez tour à tour Manuel Bompard sur France Info ce matin et Olivier Faure sur BFM TV. Plus Jean-Luc Mélenchon crie, moins on l'entend. Et donc il devrait comprendre aujourd'hui que sa responsabilité, ce n'est pas simplement d'organiser à chaque fois la résistance, être tout le temps dans je ne veux rien. Non, il faut qu'il soit celui aussi qui avance, qui propose et qui parfois accepte aussi les compromis. Parce que Vous les avez mis compromis, du temps. moi je ne cherche pas une rupture. Je dis simplement que quand je vois qu'il faut avancer, j'avance. Vous actez de cette rupture. Et quand puisque vous ne eux la refusent d'avancer souhaitez. et qu'ils se mettent en retrait et se replient sur eux-mêmes, je leur dis qu'ils commettent une faute. Le nouveau Front Populaire appartient à ses électrices et à ses électeurs. Donc la question, c'est la question de la fidélité aux engagements que nous avons pris devant les électrices et les électeurs. Et abandonner notre programme pour aller participer avec une grande coalition avec les macronistes, là, je pense que ce serait une rupture avec le programme du nouveau Front Populaire. Bon, qu'est-ce qui se passe, Louis Alter? Là, c'est en train d'imploser. Non, il y a une heure de vérité quand même là. C'est vrai que à partir du moment où Olivier Faure, c'était vendredi, disait le mot concession réciproque en parlant des macronistes, de traiter avec les macronistes, là c'était la guerre ouverte, Le feu. directe avec Jean-Luc Mélenchon. Le problème en fait des partenaires de ce nouveau Front populaire, c'est les élections. C'est juste les élections. Imaginez qu'il y a une dissolution, et c'est pour ça d'ailleurs que Hervé Marseille n'est pas le seul à ne pas la vouloir. Les socialistes sont tétanisés à l'idée d'une nouvelle dissolution. Pourquoi ? Parce que dans un grand nombre de circonscriptions, si les Insoumis envoient des candidats contre eux, ils vont se faire dézinguer. Olivier Faure en priorité dans sa circonscription de Seine-et-Marne. Songez ensuite aux élections municipales. Parce qu'il y a toujours ce rejet de la politique d'Emmanuel Macron. On en revient toujours là. Tout à fait. Voilà. Et puis parce que sociologiquement, la France insoumise a su prendre des positions, notamment dans les grandes villes, qui permettent aujourd'hui d'être une force électorale. Pas forcément qui gagne, mais qui peut faire perdre n'importe quel autre candidat de gauche. Et puis songez aux élections municipales. Grande ville, maintenant la France insoumise qui avant perdait toujours aux élections municipales quand elle se lançait en son nom propre, aujourd'hui est en capacité de faire ou de défaire des élections dans des grandes villes de gauche et écologistes. Et donc je peux vous dire que les écologistes qui ont pris des grandes villes la dernière fois, ils sont comme ça, et que les socialistes qui ont encore quelques bastions sont comme ça aussi. Donc tout ça, ce raisonnement est purement électoral. C'est pour ça que dans le raisonnement d'Olivier Faure et des responsables du Parti Socialiste, il faut vraiment qu'ils aillent présenter ce qu'ils présentent comme des victoires politiques, qu'ils aillent conquérir des victoires politiques sur le fond en négociant avec les macronistes à leurs électeurs. Et je ne suis pas sûr que Et ils ça veulent pas de aboutisse. dissolution pour Je ça. suis pas sûr que Vincent l'abrogation de la réforme des retraites soit le programme. Mais le petit pacte de non-agression, je souscris évidemment à tout ce que vous venez de dire, il sert quand même trois causes. Un, le PS, parce que sinon, disparition assurée. Deux, le bloc central, qui ne veut pas voir, évidemment, l'émergence du RN en cas de dissolution. Et Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron. C'est pour ça que tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord sur ces combinations, ces combinatoires, vous appelez ça comme vous voulez, politiques, parce qu'Emmanuel Macron... Combination, disait Raphaël. Oui, c'est le mot italien, mais pour évidemment, Raphaël. oui, pas Raphaël, et Stoneville, mais pour évidemment, tout le monde est d'accord là-dessus, et notamment le président de la République, parce que si il nomme un Premier ministre
que celui-ci Ouais. est défait, évidemment, ça se passe très mal pour ça devient Un mot de compliqué. Raphaël et on doit partir Non, mais en c'est- pause. C'est là où on voit toute l'habileté, malgré tout, d'Emmanuel Macron. Eh oui. C'est qu'il a compris que pour pouvoir se maintenir au pouvoir, en tout cas que la question Pendant 30 mois encore. de sa démission ne soit plus un vague souvenir, il lui fallait finalement laisser accroire au Parti socialiste qui avait un intérêt à eux d'aller à la gamelle, et pour ça c'est ce pacte de non-censure qui est absolument nécessaire. C'est-à-dire que non-censure et non-dissolution vont de pair. C'est-à-dire qu'il a besoin pour que les socialistes Oui. acceptent, à défaut d'entrer au gouvernement, en tout cas de pas censurer, qu'il n'y ait pas cette perspective d'être que cette assemblée soit dissoute. Raphaël Steinville, Louis Osalter, Vincent Roy sont avec moi jusqu'à 9h. Je vous signale que Au cœur de l'histoire, c'est tous les jours. De 15h à 16h sur Europe 1 avec Stéphane Bern du lundi au vendredi. Stéphane, demain, vous raconte le procès de Socrate. 9h moins le quart. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et on suit l'actualité politique passionnément, alors que c'est pas forcément des moments passionnants, parce que ce sont des moments d'attente et ils sont parfois un peu pénibles. Louis Osalter du Figaro, Vincent Roy est là également, et Raphaël Steinville, directeur adjoint du JDD. David Lisnard était sur Europe 1 et sur CNews ce matin avec Sonia Mabrouk. Le maire de Cannes et président de l'AMF a déploré une nouvelle fois une opportunité pour le RN de se poser en victime en ne les invitant pas à ces concertations. On écoute. Le président de la République, soit il se place d'un point de vue institutionnel, et il doit recevoir toutes les formations, y compris LFI, et y compris évidemment le Rassemblement national, qui est le premier groupe à l'Assemblée nationale. Donc on peut pas lui, qui aujourd'hui se victimise, et de façon légitime, en disant mais pourquoi on ne nous reçoit pas? Soit il fait ce qu'il a fait hier, c'est-à-dire qu'il se positionne comme une sorte de chef d'une majorité qui n'existe pas. Donc je pense qu'il s'expose, qu'il expose une fois de plus la fonction, et qu'il fragilise la fonction. Ouais, faux, moi je dirais, David Lisnard. Le RN ne se victimise pas. Marine Le Pen bénéficie, on l'a dit, d'un sondage qui la met première au premier tour d'une présidentielle si ça avait lieu. Et puis, deuxièmement, elle a toujours le doigt sur la gâchette. Oui, mais Marine Le Pen. les changements de pied Raphaël dans le Steinville. discours d'Emmanuel Macron, sans même qu'elle ait besoin de se victimiser, en tout cas de surligner les incohérences du président, ne font que finalement lui donner Mais elle se une victimise place pas. non, mais elle C'est ne font- là-dessus que je ça suis fait- pas non, mais- d'accord avec le maire de Cannes. Pierre, un jour, le Rassemblement national est dans l'arc républicain. Jordan Bardella peut dialoguer avec le président. Ce sont les rencontres de Saint-Denis. C'est le le président lendemain- qui l'appelle sur son portable directement. Le hein. lendemain, Ouais. Il ils en sont exclus. Les Français assistent à ce spectacle sans rien comprendre et sans comprendre l'espèce de colonne vertébrale du Je suis pas président. d'accord. Ils ont compris et ils ont voté. Mais le vote n'a pas été accepté, entre guillemets, par le président de la République qui a dissous. Oui, peut-être, mais au gré des circonstances, Emmanuel Macron s'accommode ou C'est en ça. tout cas accommode une nouvelle réalité où un jour ils sont dans l'arc républicain, un jour ils n'y sont plus. Très honnêtement, Marine Le Pen n'a pas besoin de se victimiser pour profiter de la situation politique. Alors, on est d'accord. Et les Français le savent Vincent très Roy. bien. On voudrait que Marine Le Pen passât de 38 à 45% dans les sondages, et peut-être dans le cadre d'une prochaine dissolution, comme un groupe absolument pléthorique à l'Assemblée nationale, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. C'est vrai. Oui, parce que la réunion d'hier à l'Élysée, Osalter. le vrai ordre du jour, c'était comment rester au pouvoir, comment garder les manettes, Comment on comment fait garder le pouvoir, au comment secours. Non, Oui. mais c'était ça, Qui a une idée c'était ça au cœur des combines. Après, petite nuance par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Il y a quand même un point commun entre les partis donc exclus de cette réunion d'hier par Emmanuel Macron, la France Insoumise et le Rassemblement National, c'est qu'eux, ils veulent pas participer en fait à ce nouveau gouvernement qu'il y aura. Marine Le Pen le dit d'ailleurs au Figaro la semaine dernière, c'est extrêmement clair. Elle dit même qu'elle veut pas être invitée à discuter de la nouvelle combinaison politique, puisqu'elle dit ça sert à rien. Parce que de toute façon, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ne vont pas gouverner ensemble. Et la France Insoumise, c'est pareil, avec eux en plus une stratégie d'accélération qui est de vouloir provoquer une nouvelle élection présidentielle dans un court délai. Donc, on assiste quand même ce sont les deux partis en fait qui, eux,
assume de ne pas vouloir participer à ces discussions et qui veulent accéder au pouvoir par une élection. Alors, une élection législative dans le cadre du Rassemblement national, s'il recommence une opération Matignon, la dernière n'ayant pas bien fonctionné, donc dans le cadre d'une dissolution ou alors une élection présidentielle avec Marine Le Pen. Et dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, c'est très clair, tous les insoumis l'assument désormais, c'est une stratégie présidentielle anticipée, puisque son but est d'en provoquer une. Quelle chance, ou quelle possibilité plutôt, pour rester neutre, pour par exemple Bruno Retailleau et les réformes entamées, de continuer? Bruno Retailleau a plutôt des grandes chances de rester au gouvernement, quelle que soit la configuration. Parce que déjà, il est très peu probable, on l'a dit, qu'Emmanuel Macron regarde vers sa gauche pour nommer un Premier ministre. Il regarde vers sa gauche pour acquérir une non-censure, mais je ne crois pas qu'il nomme un Premier ministre issu de la gauche. Et ensuite, parce que Bruno Retailleau, c'était le seul ministre qui a émergé, en fait, dans ce gouvernement d'inconnus, ce gouvernement en plus pléthorique, ce gouvernement qui a eu très peu de temps pour mais si c'est Bayrou, on a dit qu'il y avait des... Oui, mais ils ont plutôt des relations respectueuses. C'est plutôt Nicolas Sarkozy qui en veut à François Bayrou pour ses prises de position passées. Bruno Retailleau n'est pas du tout Sarkozy, c'est pas du tout son histoire. Et les deux hommes sont deux hommes qui se respectent. La tendance Philippe de Villiers. Oui, voilà, exactement. Ouais. Mais franchement, ils n'ont pas des relations du tout d'hostilité. Bruno Retailleau peut aussi aller dans un gouvernement qui serait dirigé par Sébastien Lecornu, ancien de l'UMP. Candidat qui n'est pas candidat. Et de LR. Ouais. Oui, alors il y a tout le monde est candidat en réalité, mais il y a des prétendants, disons. Et d'ailleurs, les deux se sont parlé la semaine dernière. Enfin, tout ça se fait en bonne entente. Et en fait, à vrai dire, le Premier ministre, quel qu'il soit, prendrait un risque politique majeur en se privant de Bruno Retailleau, tout simplement parce que c'est le seul ministre qui s'est rendu visible et qui, quelque part, a voulu montrer aux Français, même s'il y a eu très peu de temps pour avoir des résultats, que l'action politique est encore possible, que tout n'est pas piloté par la technocratie, qu'on peut encore, par le verbe et par les leviers, agir dans la vie quotidienne, même si ça ne s'est pas encore vu, pour la bonne raison qu'en moins de 3 mois, on n'obtient pas de résultats probants. Et puis c'est l'un des seuls ministres aussi à avoir à peu près clairement dit aux Français, je vous ai compris. Oui, il est tout à fait entendu. Mais c'était même un premier ministrable. Enfin, je parle sous votre contrôle, mais on a entendu il y a encore quelques jours, quelques semaines, et pourquoi pas Bruno Retailleau à Matignon. Et les Français auront beau jeu de s'étonner, compte tenu de ce qu'ils disent, de ce qu'ils ont dit lors des différentes élections récentes. Ils auraient tout lieu de s'étonner de se retrouver avec M. Bayrou comme Premier ministre. Probablement que c'est délicat pour Bruno Retailleau d'envisager Matignon. En revanche, tout le monde a à l'esprit que déjà du temps de Michel Barnier, c'était un véritable vice-premier ministre. En fait, il avait une épaisseur et une vision, qu'il s'agisse de l'intérieur qui était son précaré, mais également sur la justice et plein d'autres sujets qui faisaient qu'il empiétait beaucoup sur la justice, qui embêtait beaucoup M. Migaud. Voilà, mais son positionnement politique aujourd'hui rend probablement compliqué qu'il puisse accéder demain à Matignon. Oui, et alors même dans l'hypothèse, il y a l'hypothèse Le Drian aussi. Est-ce qu'elle est complètement exclue? Et dans ce cas-là, on est sur un Premier ministre de gauche. Oui, mais en fait, qu'apporte, c'est comme quand la piste, Jean-Yves Le Drian lui-même, pour différentes raisons, il fait plutôt savoir que c'est pas forcément son optique aujourd'hui. Et par ailleurs, il y a l'équation politique. Bernard Cazeneuve, il a fait un tour de piste l'été dernier, il a été reçu par Emmanuel Macron, finalement ça n'a pas été lui, parce que qu'apportent en fait ces anciens ministres socialistes, mais qui aujourd'hui ne font plus partie du Parti socialiste, qui ne sont plus des références dans ce qui était leur ancien parti. Parce que Bernard Cazeneuve, on a bien vu que parmi ceux qui l'ont éliminé en septembre dernier, c'était le Parti socialiste, c'était Olivier Faure. Ils ont participé à l'opération qui consistait à éliminer Bernard Cazeneuve de la course. Un Jean-Yves Le Drian aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il apporte comme député socialiste? Parce que ça se passe à l'Assemblée nationale. Or, ce qui est frappant, c'est que dans tous ces gens de gauche dont on parle pour Matignon ou d'autres postes, ce sont des gens qui ne sont pas députés, ce sont des gens qui ne sont pas à l'Assemblée nationale, et ce sont des gens qui ont exercé des responsabilités il y a assez longtemps, et à ce qui était une autre époque du Parti socialiste, notamment parce qu'il était au pouvoir. L'époque de Solferino. Merci beaucoup, Louis Alter. Merci beaucoup, Vincent Roy. Merci à vous, Raphaël Steinville. Tout de suite, les enfants d'Europe 1.